Bonsoir, bienvenue pour cette 4e séance d'Histoire de l'art, donnée par Marion Duquerroy. Ce soir, donc, je crois que c'est Tracy Heming et Yinka Shonibare. Avant de laisser la parole à Marion, je voulais juste vous rappeler qu'il y aura une dernière séance le 22 mars qui sera un peu plus particulière, puisque ça donnera lieu à un échange entre Marion Duquerroy et Laetitia Guédon, qui est metteur en scène autour de la figure de Basquiat. Donc ce ne sera pas Jean-Michel Basquiat, ce ne sera pas une conférence, on dira, traditionnelle, plutôt quelque chose de particulier, plutôt singulier pour terminer ce cycle. Bonne conférence. Bonsoir. Ça marche. Ça va comme ça? Bon, alors il y a ceux qui... Merci d'être là. Pour ceux qui ne sont pas au carnaval, vous auriez pu venir déguisés, comme vous vouliez. Alors, pour aujourd'hui, 2 artistes anglais. Ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense qu'on peut dire bonjour à Metz aussi. On ne les voit pas d'habitude. Mais là, je les vois. Pardon. Alors... Bon, je fais des coucous partout, voilà, je suis à la 3e conférence, je suis comme chez moi. Alors, je vais commencer par parler d'une chose qui s'est passée en 2004, puisque les réserves du Montmartre, qui est une compagnie londonienne pour le transport et la conservation des œuvres, donc ces réserves vont prendre feu. Parmi les victimes, la fameuse tante de Tracey Emin, plus connue sous le nom de Everyone I've Ever Slept With, 1963-95. L'œuvre est fameuse, en effet, puisqu'elle provoque son petit scandale lors de l'exposition Sensation de 97, sur laquelle on avait déjà discuté la première séance. Grande monstration, donc cette exposition, de la collection de Charles Saatchi à la Royal Academy. Donc, aux côtés du requin de Damien Hirst ou du portrait de la tueuse en série Myra Hindley de Marcus Harvey, Tracey Emin propose d'entrer dans son intimité en indiquant toutes les personnes avec qui elle a dormi durant plus de 30 ans. Alors, parmi les heureux élus, on notera le peintre, poète et musicien Billy Childish, ou encore l'artiste Carl Friedman, mais aussi les plus anonymes, Roberto Navicas, Martha Tanton, Tracy Horn, etc. Avec certains, elle a eu des relations sexuelles, avec d'autres, elle a juste dormi, comme sa grand-mère ou son ours en peluche. Chaque nom de partenaire d'un soir ou d'un moment plus long est cousu à même le tissu de la tente. Telle une adepte du patchwork, l'artiste britannique a découpé une à une les lettres dans des morceaux de fibres colorées pour ensuite les apposer sur des rectangles de tissu, eux-mêmes appliqués donc sur la toile de la tente avec fil et aiguille. À l'origine, le spectateur était invité à se glisser en rampant dans la tente et à entrer dans l'intimité de Tracey Emin. 3 ans plus tard, c'est son propre lit, usagé et arrosé d'alcool et de différents fluides, de mégots de cigarettes, etc., qu'elle propose aux visiteurs d'essayer, théoriquement. Installé en 1999 pour le Turner Prize, il est assailli par 2 artistes chinois installés en Grande-Bretagne, ou étudiants en école des beaux-arts en Grande-Bretagne, puisque, initialement, ils avaient prévu de mimer un acte sexuel comme réponse à la longue vie de ce lit et à sa riche mémoire, mais ils n'en ont pas eu le temps, puisque le service d'ordre les a éjectés, comme on peut voir là, avant qu'ils réussissent à finir leur performance. Alors si ces 2 exemples prêtent à sourire, ils n'en sont pas moins représentatifs d'une tendance dans l'art contemporain, celle de l'utilisation de l'artisanat et des matériaux dits pauvres, tendance qui est loin d'être une évidence lorsqu'on étudie le déroulement de l'histoire de l'art par le passé. Personne aujourd'hui n'est choqué de voir apparaître ici de la broderie, là des mélanges de tissus ou encore des formes hybrides cousues entre elles. Annette Messager ou Louise Bourgeois, entre autres, ont déjà ouvert la voie. Pourtant, seulement 2 décennies en arrière, ces propositions faisaient débat quant à leur acceptation dans le monde du grand art. Cette question de l'art d'élite est discutée dans l'art contemporain lors
d'une période, en fait, qui est une période charnière entre ce qu'on appelle la modernité et la postmodernité. Un des débats les plus virulents prend naissance aux États-Unis, entre le critique d'art Clement Greenberg et les féministes emmenés par Judy Chicago et son œuvre culte, The Dinner Party. Donc pour comprendre l'utilisation de l'artisanat comme une arme de rébellion chez les artistes, il faut donc revenir sur ce débat qui date des années 70, opposant donc modernité et postmodernité. Alors cette œuvre, The Dinner Party, de 1979, va être qualifiée de naïve, choquante, kitsch, dégradante, etc. Donc un certain nombre d'adjectifs qui vont révéler l'importance de cette pièce, finalement, monumentale. Cette importance donc, qu'elle a pu revêtir à l'extrême fin des années 70. Accusée par certains de maintenir le public dans un abêtissement contrôlé, en offrant avoir une esthétique littérale, réalisée par des techniques dites domestiques, louée par d'autres pour l'efficacité de son message et le courage de son engagement, ou encore rejetée même, on verra ça, par certains ou certaines féministes un petit peu radicales. Donc cette œuvre-là, The Dinner Party, fait le pari de remettre sur la table tout ce qui a été rejeté par l'art dit moderniste. Par l'incursion dans le domaine de l'art de ce qui était considéré comme impur, les techniques artisanales en sont un exemple criant, Judy Chicago inscrit son travail dans une esthétique postmoderne telle qu'elle a été définie par Robert Venturi dans son ouvrage qui s'appelle « Complexity and Contradiction in Architecture », où il avance que ce qu'il aime des choses, je le cite, c'est qu'elles soient hybrides plutôt que pures, issues de compromis plutôt que de main propre, biscornues plutôt que sans détour, ambiguës plutôt que clairement articulées, aussi contrariantes qu'impertinentes, aussi lumineuses qu'attachantes, conventionnelles plutôt qu'originales, redondantes plutôt que simples. Alors cette phrase fondatrice du postmodernisme, qui prône donc l'hybridité des sources, des techniques et des médiums, qui appelle au retour de la citation, des influences diverses, si elle nous paraît aujourd'hui collée à une certaine logique esthétique largement répandue, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, on est habitué maintenant à ce type de travail, elle présente néanmoins, une fois recontextualisée, une remise en question virulente du modernisme, comme il a été défini donc par Clement Greenberg. Et si ce dernier, donc théoricien américain, s'est attaqué à toute forme d'art qui sortait du champ des avant-gardes, et surtout celui de l'abstraction, il a été bien évidemment un fervent détracteur d'un certain art dit féministe, il n'aimait pas trop, de toute façon, l'art fait par les femmes, de façon générale, qui voit le jour donc, dans les années 70, et qui donc, continue jusqu'à aujourd'hui, heureusement, et puise, entre autres, donc, sa force dans le retour des pratiques domestiques et artisanales dans le champ de l'art. The Dinner Party, donc, première œuvre monumentale féministe, s'attire immédiatement les foudres des pro-modernes, entre autres, et demeure aujourd'hui, pour son aspect polémique ainsi que son hybridation des techniques et références, un modèle important dans l'art actuel qui va ouvrir la voie à des artistes tels Tracey Emin. Alors si on revient un petit peu sur cette œuvre-là, elle a été exposée donc en 1979 au Musée d'art moderne de San Francisco et elle a pour objectif de revenir sur l'histoire de l'art, sa réécriture, en y incluant visuellement les noms de 1038 femmes, toutes périodes confondues. Alors je vous montre un petit peu. Donc elles sont invitées, ces femmes, à la table de l'histoire. Alors 39 d'entre elles sont sont invitées plus proprement à la table, à être des invitées, soit pour les autres, elles sont inscrites sur les chemins de table, brodés ou par terre. Les assiettes en céramique, donc, comme vous pouvez voir, représentent des vulves, et donc représentent toutes ces femmes, ces 39 femmes à table.
Les techniques, que sont la couture, la céramique, la peinture sur porcelaine, etc., ont été choisies en fonction de leur usage à l'époque des figures symbolisées. L'œuvre ne porte pas à confusion, elle est bien au contraire littérale, donc c'est tout ce que déteste Clément Greenberg, et par l'utilisation des techniques artisanales, rend compte directement de la volonté de l'artiste de proposer une version féminine, voire féministe de l'histoire. Si cette grande tablée va être louée par certains pour sa lecture immédiate et facile, elle va aussi cristalliser toutes les critiques donc des modernistes. Pour Greenberg, en effet, l'art, qui ne peut être que moderne, le reste n'étant pas de l'art, simplement pour lui, doit bannir les arts domestiques et populaires, soit ce qu'on peut appeler le low art, les arts mineurs, car empreints de sensiblerie. Ça, c'est très important, c'est que les femmes, elles font de l'art, elles sont sensibles, elles font de la sensiblerie. Enfin, c'est des petites choses un peu gnangnan. Au contraire, l'art majeur, le high art, se reconnaît donc par une exclusion stricte du figuratif ou du littéraire et la promotion donc de l'abstraction. L'objet devant, au final, être un sujet d'expérience optique pure. Alors, de son côté, Judy Chicago, je ne sais pas si j'en ai d'autres, n'a jamais souhaité discuter de sa légitimité en tant qu'artiste, bien qu'utilisant des techniques artisanales, et a toujours revendiqué que le passage entre ces deux domaines, presque à la manière d'un Duchamp, se faisait par la simple intention. Cela a à voir avec l'intention, nous dit-elle, je veux faire de l'art. Donc, en gros, quoi qu'on propose, si on décide que c'est de l'art, et si on décide qu'on est un artiste, cela fonctionne. Plus de 30 ans plus tard, on peut noter que l'incompréhension du travail de Tracey Emin relève des mêmes problématiques. Donc, si ces contemporains des Young British Artists sont discutés, les critiques les plus virulentes, affirmant que ce n'est pas de l'art, sont destinées aux femmes artistes, comme Tracey Emin, ou encore sa camarade, qu'on verra un petit peu plus tard, Sarah Lucas. Puisque personne ne doute que les peintures ou les sculptures de Marcus Harvey, ou des frères Chapman, ou de Damien Hirst, qu'on a vu, ne sont pas de l'art, même si on peut les juger de mauvais goût. Alors que les objets révélant l'intimité de l'artiste sont jugés comme des artefacts personnels n'entrant pas dans le domaine esthétique. Donc on a, même si on a des critiques virulentes pour les hommes comme pour les femmes lors de cette exposition, pourtant on peut dire que, que l'œuvre de Damien Hirst est moche et de mauvais goût. Par contre, on dira pas celle de Tracey Emin, son œuvre est moche et de mauvais goût, on dira simplement ce n'est pas de l'art. Ça n'a pas à rentrer dans ce domaine-là. Donc on a comme ça une différence de traitement. Excusez-moi, j'ai plus le dos bloqué, mais j'ai la gorge en vrac. Alors, je vous ai mis là donc No Chance de 99, donc qui est un patchwork de Tracey Emin. Donc Myriam Shapiro, qui est une amie et une contemporaine de Judy Chicago, qui est elle-même artiste, théoricienne et professeure, apportera un regard plus affirmé sur cette inclusion du domestique dans l'art d'élite par la création du terme femage, c'est F-E-2-M-A-G-E, puisqu'elle va développer donc, autour de ce terme une pensée donc, en deux temps. Donc d'abord le femage, je vais me reprendre, regroupe les notions donc, de collage, d'assemblage, de découpage et de photomontage qui auraient, bien avant les avant-gardes, on peut penser à, par exemple ce que faisaient les surréalistes, mais donc bien avant, étaient pratiquées, donc toutes ces techniques auraient été pratiquées par les femmes de façon anonyme et non exposée. Donc elle insinue dans un premier temps que ce ne sont pas les avant-gardes, choses qui ont inventé, qui ont introduit ces techniques dans le domaine de l'art, mais bien que ça existait avant, c'était pratiqué par des femmes, mais simplement elles n'étaient pas reconnues, elles n'étaient pas exposées. Donc en fait, on ne pouvait pas les inclure dans l'histoire de l'art. Le deuxième temps donc, de ce terme, c'est celui des pratiques non occidentales, démontrant que ce femage
et depuis bien longtemps utilisé dans des pays qui n'ont guère place au sein d'une histoire de l'art presque exclusivement européenne et américaine, et de surcroît féminine, et de surcroît masculine, pardon. Donc là encore, elle explique que peut-être qu'on a eu, peut-être que d'autres femmes utilisaient ces techniques, non pas en Occident, mais comme l'histoire de l'art est essentiellement écrite par des hommes et des hommes blancs occidentaux, elles n'apparaissent pas donc dans les ouvrages et donc n'apparaissent pas dans l'histoire de l'art. Alors, je vous avais mis ça aussi. Donc ça sort de l'artisanat, mais c'était pour montrer une autre production de traces féminines. Ah ben j'avais mis Sarah Lucas, excusez-moi, je pensais qu'elle arrivait plus tard. De 93, avec Self-Portrait with Fried Eggs. Je parle trop vite, je n'ai pas du tout passé les images. Ça, donc c'est les œuvres de Shapiro. C'est du crochet. Et ça, c'est du tissu, en fait. Alors, pour la... Donc, c'est un kimono hein, qui est comme éclaté, comme ça. Et donc, un petit peu pour l'anecdote, cette œuvre va être louée par les modernistes, hein, parce qu'en fait, ils ne vont pas comprendre que ça, ils vont penser que c'est une œuvre abstraite. Alors, si on revient à The Dinner Party de Judy Chicago, donc le but de l'artiste était bien, selon ses termes, d'attirer l'attention, je la cite, hein, sur l'héritage méconnu des femmes. Et si finalement le contenu clairement sexué ne va pas choquer outre mesure les critiques, c'est son aspect populiste, voire kitsch, qui va provoquer donc sa mésestimation. Alors ce terme de kitsch est défini par Clément Greenberg dans un essai intitulé « Avant-garde et kitsch » de 1939, qui est un essai extrêmement important en histoire de l'art, et qui va sanctionner la littérature et l'art populaire et commerciaux. Alors cette arrière-garde est, selon le critique, un succédané de culture s'adressant à un public prolétaire massivement alphabétisé. Cette masse lettrée, rejetant la culture populaire, mais ne pouvant accéder à la haute culture, se voit nourrie par un résidu qui n'appelle nullement à la réflexion, qui est facilement reproductible et peu cher. En gros, il explique qu'avec l'alphabétisation de tout le monde, alors on se demande si Greenberg est vraiment pour que tout le monde soit intelligent, mais bon, enfin, il pense que les gens sont alphabétisés, mais ne sont pas non plus assez intelligents pour accéder à l'art abstrait, entre autres, et donc on va leur proposer une sorte de ressucé d'art un petit peu pas terrible et qui provoque pas la réflexion, en fait. Donc c'est ce qu'il va nommer de kitsch, en fait, et qui est reproductible et qui ne coûte pas trop cher. Donc le kitsch est alors perçu pour Greenberg et donc ses acolytes comme un fléau qui, par son petit prix, contamine aussi bien les villes que les campagnes et menace la distinction entre les élites et le peuple. Il est aussi, continue-t-il, l'arme des politiques pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Si les théories de Greenberg ne sont pas acculées outre mesure, hein, elles arrivent là aussi parce qu'en effet, avant, il y avait un autre type, elles arrivent en réaction à ce qui se passait avant. Hein. La qualification de kitsch pour les œuvres féministes des années 70 semble cependant ne tenir qu'à un fil. Celui du populisme généré, soi-disant, par sa littéralité, c'est-à-dire qu'elle est facilement incompréhensible, et l'utilisation de l'artisanat. Le compte-rendu d'exposition critique que Hall Fisher écrit pour Art Forum, qui est donc un acolyte de Greenberg en 1979, lors de la première exposition de The Dinner Party à San Francisco, est révélatrice de ce glissement terminologique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, après avoir annoncé brièvement que le problème de l'œuvre ne résidait pas dans son objectif de célébration du genre féminin, il la compare avec dédain à la Bible dans son but d'enseignement d'une histoire à des analphabètes. Chicago, selon lui, sous-estimerait les capacités du public et échouerait dans sa volonté de s'affranchir de la tradition moderniste. Ainsi, l'artiste engagerait de façon cynique
toujours donc selon le critique, l'infériorisation du public et en ce sens produirait une esthétique du kitsch. En somme, il explique que pour lui, Chicago, à la fois, elle n'arrive pas à proposer quelque chose artistiquement convenable qui pourrait vraiment venir rivaliser avec le modernisme, mais qu'en plus, elle est tout à fait consciente de ça et qu'elle propose un art facile d'accès, en fait, pour accéder au succès. Alors, il peut en être de même pour l'œuvre de Tracey Emin. Je vous ai mis ça, mais il y en a beaucoup trop, ici. Avec, entre autres, j'ai choisi cet exemple, le patchwork, donc Psycho Slut de 99. Alors, il est un bon exemple à deux niveaux. Tout d'abord, l'utilisation des mots et phrases en font une œuvre littérale, d'accord ? Ce n'est nullement un travail à regarder, dans le sens d'admirer, mais bien à lire, que nous avons sous les yeux. C'est une sorte de testament ou d'histoire que nous raconte l'artiste, en direct. Donc elle nous dit, je ne vais pas vous dire que tout va être beau, ou à chaque fois je vois ma merde, ou encore, je sais, rien ne reste dans mon ventre. Donc tout ça est écrit, entre autres, sur cette couverture. Phrase d'humeur, donc, humoristique, ou se référant aux 2 avortements que l'artiste a subis, l'œuvre est facilement déchiffrable, et appelle à une réaction immédiate. D'ailleurs, elle a fait partie de l'exposition Sensation, qui fait appel aux sensations. Il fallait, Damien Hirst et compagnie, il fallait réagir directement aux œuvres. On ne demandait pas d'y réfléchir 3 heures en sortant et se dire « Ah, j'ai bien compris l'œuvre, etc. » Dans le camp de la littéralité, sa compatriote Sarah Lucas, avec son œuvre « Au naturel » de 1994, vient grossir les rangs. Avec un humour potache et enfantin, elle invite dans son lit un couple dont les sexes ne dissimulent aucune ambiguïté. On comprend très vite de quoi il est question. Elle aussi, d'ailleurs, elle invite, comme Tracey Emin, à venir dans son lit. Ensuite, si on revient à celle-ci, car l'œuvre elle-même porte une faute d'orthographe. Je l'ai lu Psycho Slut, mais en fait, si on regarde bien, elle est intitulée Pisco Slut, puisque l'artiste n'a pas bien écrit le mot. Il manque donc le S et le H. De ces problèmes orthographiques et de syntaxe, Emin en tirera une force. Résidu donc d'une éducation prolétaire et surtout d'une scolarité chaotique, elle refuse ouvertement d'apprendre à bien lire ou à bien écrire ou à bien parler. Ainsi, elle écrira en prologue d'un de ses livres autobiographiques qu'elle a certes payé un correcteur pour venir à bout des coquilles, pouvant gêner le lecteur, mais qu'elle ne souhaitait nullement s'améliorer dans ce domaine. Donc elle dit bien que c'est pour nous, pour faciliter la lecture, mais que elle n'a pas vraiment... elle a laissé ce travail à quelqu'un d'autre et qu'elle n'a pas, elle, envie de s'améliorer en orthographe. Ça montre aussi que on lit ce qu'on a envie de lire aussi, parce qu'on lit assez facilement Psycho Slut, alors que si on regarde bien, c'est le truc de la méthode globale, on voit le mot avant de lire. Alors si on revient encore à Judy Chicago, dont je vous ai mis d'autres peintures et broderies et tissus. On a une autre critique qui arrive par rapport à cet art féministe qui utilise l'artisanat et qui se tient dans le domaine donc, de sa popularité, la popularité de l'œuvre. Alors on sait que les expositions de Judy Chicago vont avoir une fréquentation sans précédent pour une artiste femme, et ce serait donc, pour Hilton Kramer, qui est aussi un acolyte de Clément Greenberg, la preuve de sa déchéance et de son manque de qualité. Comme ça, on peut le retourner dans tous les sens, en fait. Si on est populaire, c'est parce qu'on est nul et qu'on est facile. Donc, Kramer va donc s'appuyer, en outre, sur la théorie Greenberg, selon laquelle les femmes, puisqu'elles sont venues plutôt majoritairement voir l'exposition, apprécieraient particulièrement le kitsch,
la sous-culture, en somme. Ça serait presque génétique. Hein. La femme, elle aime ce qui est moche, un peu rose, un peu cucu, etc. Et donc, plus il y aurait de femmes aux expositions, plus ça montrerait la non-qualité de l'artiste. Il ajoute finalement que c'est son contenu politique, la revendication de la place des femmes dans l'histoire, qui ferait son succès. Cette contextualisation de l'œuvre et son engagement sont bien évidemment mal perçus donc, par les modernistes, qui font la promotion d'un art abstrait, idéalement détaché de tout contexte. Alors je cite Kramer, il nous dit « Pour les nombreux adeptes du mouvement féministe en art, il n'a rien à ajouter face à donc, cette œuvre de Dinner Party. Pour le reste d'entre nous, ou pour toute personne plus intéressée par l'art que par l'idéologie, le plaisir esthétique tiré de The Dinner Party peut se révéler difficile à atteindre. » La réprobation viendra enfin d'une autre branche du féminisme, connue sous le nom de post-structuralisme et emmenée, entre autres, par la théoricienne anglaise Griselda Pollock. Alors, je ne sais pas si... Je vous avais mis une photo de... Alors, en effet, pour les féministes post-structuralistes, les femmes artistes ne doivent pas mettre en place une imagerie féminine, ni utiliser leur corps, ni montrer une quelconque forme de plaisir et de beauté inhérente à la femme. En somme, il faut que les femmes artistes s'appliquent à ne tisser aucune union de séduction entre le spectateur et l'image. Ce qui est intéressant, c'est que de façon radicale, elles vont donc demander à la femme d'exclure complètement son corps pour qu'elle ne puisse pas avoir un quelconque effet de séduction en fait, sur le spectateur. Donc elle doit être jugée simplement pour sa qualité intellectuelle et de son propos, et non pour son apparence physique. Et pour ce faire, elle doit être effacée de tout support. Alors, encore une fois, Tracey Emin fait bondir la critique britannique. Alors, je vous ai mis là un exemple assez frappant. Tracey Emin montre son intimité, mais de fait se révèle aussi, son corps fait partie de l'œuvre. Alors, suivant donc les pas de son aînée, qui s'appelle Helen Chadwick, qui est extrêmement importante et qui, elle aussi, a été décriée par les féministes radicales. Alors ici, je vous ai marqué « In the Kitchen », je vous ai montré, de 1977. Donc Chadwick, c'est aussi une artiste féministe qui donc parle de l'état absolu de la femme en cuisine, et donc qui va utiliser aussi l'artisanat, et en cousant donc ces appareils ménagers, et en s'en faisant des déguisements. Aujourd'hui, c'est carnaval, ça aurait pu être... Moi, je rêve d'en avoir un comme ça. Donc, elle est dans une gazinière ou dans une machine à laver. Et puis, là encore, où elle va se mettre elle-même en scène, à la fois quand elle imprime donc ses photographies de son corps mimant différentes étapes de sa vie, donc de la naissance jusqu'au moment où elle fait cette œuvre. Et puis après, comme une sorte de mise en abîme, où elle se fait prendre en photographie, nue, tenant ses solides, avec elle-même, qui mime, donc c'est comme si elle tenait, elle emportait avec elle, elle essayait d'embrasser chaque étape de sa vie pour passer à une nouvelle. Donc, Helen Chadwick a été largement critiquée par les féministes radicales. Et d'ailleurs, après ces œuvres-là, elle va travailler avec les laboratoires sur l'intérieur en fait, du corps, puisqu'elle n'arrive plus à produire sans critique des féministes. Donc, en gros, pour enlever toute question de genre, elle va aller voir du côté des cellules, etc., et travailler avec les scientifiques. Alors, le corps donc de Tracey Emin, alors là, je vous ai mis une photo quand elle est relativement jeune, mais elle en prend aussi beaucoup d'autres.
Elle le montre, autant magnifique que torturé, autant sculptural que vieillissant, et surtout, elle le jette comme ça à la vue du public. Une sorte de mise à nu absolue qui ne souffre aucun compromis. Je regarde là, je crois que je vais très vite en fait. J'avais peur de ne pas pouvoir tout dire. Alors, cependant, et si on essaie de relier comme ça ce qui s'est passé dans les années 70 et ce qui se passe aujourd'hui, au moment de faire le bilan donc, de l'œuvre de Judy Chicago et donc de ce travail féministe, on comprend que quelques décennies plus tard, donc son travail semble avoir permis des avancées significatives dans l'éclatement des codes esthétiques. En ayant choisi de teinter son travail de populisme et non d'adopter la stratégie de la désidentification des post-structuralistes, l'artiste parvient à toucher un large public. Je la cite, « Ce que je désirais depuis le début était une redéfinition du rôle de l'artiste, un réexamen de la relation entre l'art et la communauté, un élargissement des personnes qui contrôlent l'art, et en fait un dialogue élargi sur l'art, incluant de nouveaux participants plus diversifiés. » Donc c'est comme dire qu'en effet, son travail peut être plus populiste, mais c'est dans le but de toucher un plus large public. Et en gros, c'est la question de savoir s'il vaut mieux faire un art plus difficile et plus cérébral pour certains qu'un tout petit nombre, ou si le but de l'art, c'est au contraire de pouvoir être appréhendé par un plus large public et donc de diffuser un message, dans son cas politique, de façon plus importante. Alors au moment où le conservatisme battait son plein, et donc où les théories de Clément Greenberg sur le modernisme et son illustration parfaite par l'abstraction semblaient s'ancrer dans l'éternité, dans l'histoire de l'art, donc ce courant d'artistes féministes vient prendre le contre-pied et semer en quelque sorte la pagaille chez ces bien-pensants. Campés sur leur position indiscutée de femmes artistes, Judy Chicago et ses acolytes propulsent les techniques artisanales et pratiques domestiques au cœur de l'art. Elles mettent ainsi à mal, en une sorte de coup de chiffon, les limites trop strictes et imperméables de l'art majeur et de l'art mineur. The Dinner Party jette un premier pavé dans la mare de la convention. Rien de ce qui est proposé est moderniste. L'œuvre est littérale, elle s'inscrit dans un contexte politique. Les techniques de réalisation sont des pratiques féminines normalement propres au foyer. Et l'artiste qui la signe fait partie d'un atelier ne respectant donc pas la doctrine selon laquelle le créateur est un génie, seul et sans le sou. Puisque l'autre particularité donc, de ces féministes des années 70, c'est qu'elles travaillaient donc en atelier avec des femmes qui étaient aussi des femmes amateurs. Alors il faut s'imaginer que souvent les femmes au foyer n'avaient pas vraiment le droit d'aller pratiquer, d'avoir des pratiques artistiques. Et donc le fait de dire à son mari qu'elles allaient faire du crochet ou de la céramique, c'était plus facile. Même si on a vu le résultat final, elles étaient quand même en train de faire des assiettes en forme de vulve. Et, voilà. Mais sur l'idée, sur le discours, c'était plus facile pour sortir du foyer et aller donc dans ces ateliers, où aussi étaient dispensés des cours de droit de la femme, etc., par des juristes. Donc il y avait une sorte de globalité comme ça politique qui était relativement importante. Donc, on fait comme ça descendre l'artiste. Alors il faut s'imaginer que pour Greenberg, l'artiste parfait, c'est Pollock. Donc Pollock, qui reçoit le don comme ça dans ses doigts, une espèce
grand chaman hein, qui est là et qui fait ce dripping, et c'est all over, etc. C'est un homme blanc, un homme américain, etc. Enfin, et donc là, c'est comme si on faisait descendre comme ça Pollock de son piédestal et qu'on expliquait que l'art, non, l'art, ça n'arrivait pas comme ça, comme un don dans les doigts, hein, mais qu'il y avait vraiment du travail et que ce travail, il pouvait être fait en collaboration. Donc rien de divin là-dedans, en somme plutôt une réflexion bien ficelée sur les façons de faire imploser en fait le diktat du moderniste en dénonçant les limites. Populiste, l'œuvre l'est, certainement, mais non vraiment kitsch, ni nullement moderne. Finalement, donc, The Dinner Party montre bien ce passage au postmodernisme, ère dans laquelle il est permis d'user de la référence et de la citation, d'utiliser des techniques anciennes, d'abuser de la métaphore, de revenir sur l'histoire, mais toujours pour proposer une œuvre incontestablement contemporaine. Et c'est donc sur ce terrain fertile, celui de la postmodernité, qui a ouvert, entre autres, qu'ont ouvert entre autres les féministes des années 70, utiliser donc qu'une véritable tradition d'utilisation de l'artisanat par des femmes artistes dans une visée politique va se développer. Alors là, c'est là où j'en ai mis beaucoup trop. Alors on peut citer Orly Kogan de 2007. Donc on voit ici l'utilisation de la broderie. Ou encore Ghada Almer avec son wallpaper, donc fait au pochoir avec des incursions des broderies de fil. Mais encore, donc parmi elles, Tracey Emin. Donc elles vont, ces femmes, réadopter les stratégies mises en place donc dans ces années 70, non seulement comme un hommage à Judy Chicago et ses amis, mais aussi pour leur efficacité politique. La question de la femme et de la place et de sa place dans la société, comme dans le monde de l'art, sont encore loin, on peut le dire, d'être solutionnées. J'ai noté des choses, j'arrive même pas à me relire. Alors, malgré tout, on sait que alors Tracey Emin comme Helen Chadwick, que je vous ai montré, sont à la fois vont proposer un art féministe, mais ne vont jamais véritablement s'inclure dans un mouvement politique. Alors, je suis revenue sur My Bed. Donc, Tracey Emin, qui est née en 63, a grandi donc dans une ville côtière de Margate, en Angleterre, d'un père qui est turco-chypriote, qui partageait son temps entre ces deux familles, et une mère britannique qui tenait un petit hôtel sur la côte. Alors pour son histoire, très rapidement, qui est relativement sordide, elle est abusée à l'âge de 8 ans, violée à l'âge de 13 ans. Alors c'est important de le savoir parce que ça fait partie de son œuvre. On a vu qu'elle se mettait véritablement à nu, et donc ça, elle en parle. Elle est par la suite une adolescente aux mœurs débridées, tenue à Margate comme la fille facile du coin. Elle fera donc de sa vie sa principale source d'inspiration. Sa tante, donc, comme son lit sale et poisseux, montre ce qui lui est de plus intime. Dévoile en fait au public, parfois peut-être avec une grande naïveté, ce qui fait son quotidien, ou du moins ce qui le faisait avant qu'elle ne devienne célèbre. Là aussi, il y a quand même un changement de paramètres une fois qu'elle devient célèbre. De voir son œuvre en grand comme ça face au public, c'est différent que quand on la conçoit chez soi, et voilà, avec un public limité. Alors, au-delà de l'aspect premier très sexué et fêtard que diffusent les œuvres, il est aussi question de désespoir, ou du désespoir et d'une femme qui, jadis enfant, en a trop vu ou trop vécu, et qui montre aux yeux de tous le chaos dans lequel elle vit pour mieux le surpasser. Il y a cette idée un petit peu comme Helen Chadwick, qui remimait sa vie dans des solides pour ensuite les embrasser
les porter et finalement s'en détacher pour aller plus loin, une sorte de thérapie en volume, on peut penser qu'on a chez Emin quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire qu'on montre en volume des traces de son passé ou de sa vie ou de ses expériences, peut-être pour mieux s'en débarrasser en fait. Alors ainsi, donc le lit, The Bed, raconte autant l'endroit privé. Pardon, j'ai la voix qui part, du coup c'est mal parti pour la phrase. Donc The Bed raconte, autant un endroit privé que une sorte de multiple, puisqu'elle vivait dans cet hôtel où il y avait donc un grand nombre de lits. C'est le lieu aussi où, avec son frère jumeau, ils ont mis au point un langage que seuls pouvaient comprendre, mais c'est par la suite aussi la place du viol et des avances faites par les clients de l'établissement, ou même par la suite la place qu'elle regardera par le trou de la serrure, où elle expliquera qu'elle a vu des choses qui n'étaient pas de son âge à l'époque, entre donc des clients de l'hôtel. Ainsi, donc, cette masse informe et molle de tissu incarne aussi bien la légèreté des moments fraternels que la violence d'une entrée trop brutale dans le monde adulte. Et c'est avec un plaisir sadomasochiste, en fait, que Tracey Emin appréhende sa vie, mêlant donc douleur et douceur, amour et brutalité. Et ça va être par contre dans tout le reste de sa vie, c'est-à-dire que, ayant vécu ça, elle a comme ça une sorte de problème de rapport entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, etc. Et donc elle va faire un peu 2 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. C'est comme ça toute sa vie. Alors celle-ci est de très mauvaise qualité, c'est la seule que j'ai trouvée. Peut donc l'illustrer, ce qu'elle a appelé le Love Poem de 96. Donc en lettres de tissu, encore une fois, appliquées, comme un patchwork. Et donc c'est un bon exemple qui montre cette notion de sexualité chez elle qui est couplée, voire équivalente à celle de la violence. Et ici, on a comme ça un espèce de retournement, c'est-à-dire qu'à l'inverse des féministes des années 70, dont elle s'inspire par les techniques artisanales qu'elle va utiliser, donc, à l'inverse de ces féministes qui pouvaient utiliser leur histoire personnelle afin d'aborder des thématiques féministes plus larges, Tracey Emin reste dans le domaine de l'intime, du personnel, sans évoquer une dimension supérieure et politique. Ce n'est pas elle n'essaie pas d'en tirer un message général. Elle reste à son niveau de l'intimité. Pour ainsi dire, elle illustrerait donc la théorie de Marc Auger sur, alors un autre mot, ce qu'on peut appeler la surmodernité, et donc le retour à l'ego. Ainsi, donc, le chercheur, dans son travail sur la question du non-lieu et de la surmodernité, clame... Alors, l'idée, c'est de dire que la mondialisation fait que tous les lieux se ressemblent. On est bien d'accord, quand on va chez Ikea à Tours, c'est la même chose que si on va chez Ikea à Paris, etc. Donc en gros, on aurait comme ça une espèce de globalisation des lieux et donc une formation des non-lieux, et donc qui serait une illustration de la surmodernité. Et donc, il dirait que dans cette époque dite mondialisée, où les espaces sont donc interchangeables et habités donc par des humains qui sont anonymes et solitaires, seul l'ego, le jeu, le très intime, permettrait une singularisation de l'être. En somme, il n'y aurait pas... c'est la seule façon de se déterminer, de se singulariser par rapport à un monde globalisé et qui est relativement homogène, selon Marc Auger. Donc la couture... Regardez l'heure quand même. Pour Tracey Emin, est une manière, un médium parmi d'autres, de raconter son histoire et de se mettre en avant. Cette idée du jeu, de se raconter. Bien que l'acte ne soit pas très appliqué, c'est pas une grande couturière, elle n'a pas une grande dextérité de l'aiguille,
l'expressivité est forte. Sur de grands formats, avoisinant les 2 mètres par 2, l'artiste orchestre un véritable puzzle de couleurs et de motifs sur lesquels viennent se noyer ou se détacher brutalement des lettres. Alors, je l'ai remis, celle-ci. Autre composante récurrente dans son œuvre, c'est l'écriture. Donc ici, donc cette couverture en tissu appliqué ne se regarde pas, mais bien elle se lit. C'est une sorte de narration narcissique qui expose un vocabulaire cru et des images découpées dans le tissu qui vont frapper le regard. Alors, je vous en ai mis d'autres. Ainsi, Emin serait une excellente conteuse. Ce discours dépasse donc l'aspect provoquant et va donc capter l'attention. Dans cette œuvre, la dimension psychologique prend le dessus. Elle nous dit, je la cite, « Quand je ne suis pas en train de créer, j'ai l'impression de mourir ». Alors, coudre devient de fait une sorte d'acte thérapeutique et inconscient. Et ces immenses patchworks sont un lieu de décharge émotionnelle où l'artiste peut exprimer presque en temps réel assez facilement donc les sentiments qui l'affectent. Le cadre qui est proposé n'est pas accusateur, mais vecteur de représentation psychologique du subconscient. C'est une sorte d'introspection donc brutale et donc comme une thérapie. D'ailleurs, l'artiste va en parler. Et cette thérapie, une fois mise dans le musée, va s'avérer collective. Je ne sais pas si j'en ai mis d'autres. Excusez-moi. Alors, exposer son intimité chez Tracey Emin va conduire à une forme d'amalgame, puisque l'aspect individuel se fond dans celui de la masse et que le public va se trouver lié en fait à Tracey Emin, à son histoire. De fait, comme on le lit, on le saisit, on se l'approprie en fait extrêmement rapidement. Une fois qu'on sait lire, on ne peut plus ne plus lire. C'est le truc un peu compliqué. Vous savez, quand vous avez des affiches ou des trucs comme ça, vous êtes obligé de lire en fait. Sauf de fermer les yeux. Donc ces confessions sans détour se dérobent de la provocation et conduisent parfois à l'identification. Dans cette composition, on retrouve clairement des éléments faisant référence donc, à son avortement ou à d'autres moments de sa vie. Et oser parler d'un sujet tabou comme celui-ci suscite forcément des réactions, bonnes comme mauvaises. Il s'avère qu'une partie du public s'est identifiée à l'artiste dans ces périodes qui sont traumatisantes. Alors, elle ne se limite pas uniquement donc, à dévoiler son intimité, mais elle va toucher le public de manière sincère et honnête, en proposant plutôt une sorte de toile affective où vont se mêler honte, brutalité, colère, joie, etc., qu'elle va donc proposer comme ça, pêle-mêle au public. Le patchwork et les arts domestiques chez elle vont devenir des moyens curatifs au mal donc, qui la ronge et qui va se transférer presque par application ou par patchwork eux-mêmes chez le public. C'est dans cette dimension donc, que toute la force artistique de Tracey Emin s'exprime, donc cette capacité à transmettre à autrui toute une palette de sensations et d'émotions, finalement, au travers d'un médium et de techniques extrêmement simples. Alors, chez son contemporain et compatriote, aussi membre des Young British Artists, Yinka Shonibare, MBE, alors il s'appelle MBE maintenant, MBE, car il a été anobli par la reine et désigné membre de l'Empire britannique.
L'utilisation de la couture n'a pas pour visée de relater une vie singulière et personnelle, mais de discuter des problématiques postcoloniales. En sorte, c'est quand même, encore une fois, une façon, l'utilisation de l'artisanat, de se détacher de ce qui se fait normalement pour revendiquer quelque chose. Donc c'est un artiste qui est britannico-nigérian, qui est né à Londres en 1962 et qui, par la suite, donc, va passer la majeure partie de son enfance au Nigeria. Il va retourner vivre à Londres vers l'âge de 17-18 ans, poursuivre des études en école d'art, où il commencera à questionner les relations qu'entretiennent les anciens empires avec leurs colonies de l'époque. À partir de 1994, le tissu appelé wax deviendra un de ses matériaux de prédilection, matérialisant donc les complexes voyages des biens et des hommes, des fabricants aux consommateurs, des petites mains aux riches acheteurs. Il va habiller donc de cette étoffe des mannequins sans tête, faisant à chaque fois référence à une iconographie occidentale qualifiée de bon goût ou d'art d'élite. Donc encore une fois, le matériau, le tissu, va être là pour discuter de ce qu'on appelle du low and high art, art majeur ou art mineur. Bon goût et mauvais goût, kitsch et modernisme, etc., tout ce qui s'oppose. Donc si certains... Alors je vais vous en mettre... par exemple ici. Donc si certains avancent que les corps étêtés rappellent donc la mise à mort par la guillotine, en vérité c'est moins donc la disparition de la tête que le refus d'une représentation intégrale du corps qui, à l'exception donc de ces aliens, alors ici je vous ai mis un exemple de 99 qui s'appelle Dysfunctional Family, donc ça c'est les seuls qui ont des têtes, on est bien d'accord que ce n'est pas vraiment des humains. Sinon, tout son travail sur des mannequins va être des mannequins, ça va être des mannequins sans tête, et ça va caractériser donc ce travail de Shoni Barré. Ces corps donc amputés favorisent la distanciation nécessaire au jeu de pose, de mascarade et de déstabilisation identitaire auquel se livre l'artiste. Il aurait pu proposer de mettre des masques, finalement il a juste proposé d'enlever la tête. Donc ici en 98, on a Mr. and Mrs. Andrews with the Heads. C'est donc, alors là c'est la même de mai de 1748 avec la tête. C'est donc une sculpture qui s'inspire du célèbre tableau de Gainsborough, peint par ce dernier pour un couple de jeunes mariés, donc de la gentry britannique. Cette reconnaissance est aussitôt suivie d'une constatation, alors si on revient à celui-ci, liée à la principale modification apportée par Shoni Barré, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de tête. Donc l'autre modification, c'est que l'artiste a repris tous les accessoires de la composition et les détails structurels des vêtements historiques, mais il a réalisé ceci dans ce que nous prenons pour de l'authentique tissu africain, du batik ou du wax, d'accord, en fonction. Or, c'est ici la fiction de cette authenticité qui est mise en jeu ici. Je viens de dire 2 fois ici, c'est pas très pratique. Ce batik, je vais m'expliquer, qui est venu connoter donc l'africanité, ce tissu. On le dit, à Paris, on va à Barbès chercher du tissu africain, c'est ce qu'on va chercher. Est en fait une invention indonésienne, réalisée en Hollande ou à Manchester, et exportée en Afrique par les colonisateurs. Ce tissu est devenu, durant le mouvement d'indépendance et de décolonisation des années 50-60, un emblème d'africanité, revendiqué donc par les populations africaines, et il est désormais exporté à ce titre aux 4 coins du monde occidental, où il se charge donc de représenter symboliquement tout un continent, même s'il n'est pas du tout produit donc en Afrique. Les mannequins donc, qui le portent ont troqué les légendaires teints britanniques. Alors ça, on ne le voit pas très bien, mais ils sont des mannequins noirs. Donc ils ont
troquer le légendaire teint britannique contre une pigmentation plus prononcée. L'œuvre joue entre la facticité de ces deux emblèmes, celui de l'Englishness du tableau cité. D'accord ? Donc on a une référence pour des amateurs d'histoire de l'art relativement facile, en plus qui est donné dans le titre. Et d'un autre côté, donc, deux emblèmes, celui de l'africanité, des modifications qui lui sont apportées. Alors, c'est une robe qui est taillée dans cette même wax, ce tissu batik, que porte la jeune fille, se balançant dans l'installation donc Jardin d'amour en 2008, qui a été donc installée au Quai Branly, inspirée donc de la célèbre peinture de Fragonard. Donc les hasards heureux de l'Escarpolette de 1767. Donc ici, Jardin d'amour parle de la période précédant donc la Révolution française, celle de l'aristocratie, celle où l'aristocratie, vivait encore dans le faste, juste avant qu'elle ne soit renversée par le peuple. L'artiste nous dit à ce sujet, je le cite, « Je considère cette période comme une métaphore de la situation contemporaine, car, en effet, au moment où nous parlons, les gens du Sud, c'est-à-dire issus des pays du tiers-monde, d'Afrique du Nord, d'Asie, etc., voient en l'Europe un panier de fruits bien garni, un jardin d'abondance. Pour eux, l'Europe est un jardin d'Éden. En fait, je montre les Européens vêtus de manière dispensieuse, mais en remplaçant les tissus de leurs costumes par des wax africains. Je suggère que le luxe dont ils jouissent est dû à d'autres, beaucoup moins bien lotis. Ce travail sur la période des Lumières en France... beaucoup moins bien lotis. C'est moi qui n'avais pas du tout fermé les guillemets. Donc voilà, c'est aussi une phrase qui résonne un petit peu avec l'actualité, les migrants, etc. L'Europe vue comme jardin d'Éden, hélas, qui ne l'est pas quand ils arrivent. Donc ce travail d'installation sur la période des Lumières en France donc, est étoffé par d'autres installations, dont The Crowning, qui date de la même année. Je vous en ai mis un détail, qui fait encore référence à un autre panneau qui s'appelle « Les progrès de l'amour, l'amant couronné » de Fragonard. Donc on peut revenir dessus. Donc on a encore la même chose, même pose, etc. On a simplement les tissus qui changent et le fait que ce soit en 3 dimensions. Et puis The Pursuit de 2007 aussi, qui fait référence donc au progrès de l'amour, la poursuite de 71-73 de Fragonard encore. Alors, c'est alors pour trouver une comparaison, on pourrait parler aussi, une comparaison à Shoni Barré, de Rebecca Belmore, qui elle aussi va fabriquer et porter donc un vêtement qu'elle va créer. Alors c'est une artiste canadienne, et elle va confectionner donc ce vêtement lors de la visite du duc et de la duchesse de York en 87, qui est à ce moment-là le prince Andrew. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Rising to the Occasion, 87-91, et comme nous pouvons le remarquer, la robe est une imitation du bon goût de la période victorienne. Donc on a comme ça la monarchie qui vient rendre visite au Canada, dont ils sont encore dépendants. Et on a des assiettes décorées de chinoiseries qui prennent place, qui sont à la place de la poitrine. Et donc ces deux éléments, donc la robe victorienne et la porcelaine avec des chinoiseries, sont révélateurs du bon goût de l'époque. Cependant, des éléments donc, vont venir perturber l'ensemble et discuter des problématiques postcoloniales, puisque à l'arrière, on a une sorte en fait, de faux cul qui est remplacé par un nid de castor. On est au Canada.
Et sur le dessus, alors je l'ai, là, le porte, c'est en fait une coiffure, hein, des tresses indiennes qui viennent donc normalement se poser sur la tête de l'artiste. Ainsi, donc, Rebecca Belmore indique clairement à la royauté. Donc, il faut imaginer qu'elle est accoutrée comme ça quand le duc et la duchesse, hein, de York arrivent, hein, viennent visiter leur contrée lointaine. Et il n'y a pas de film en fait, de l'époque. Elle a été rapidement éjectée en fait, du cortège. Donc ici, Rebecca Belmore indique clairement à la royauté que leur richesse existe, certes, mais à cause ou grâce, en fonction d'où on se place, hein, grâce au sacrifice, hein, des populations indigènes dont elle-même fait partie et dont elle est une représentante active. Alors, pour terminer, hein, cette reprise de la couture et des patrons de vêtements occidentaux par des artistes s'intéressant aux questions coloniales, on pourrait aussi s'intéresser à la notion de qu'est-ce qu'un être civilisé. Alors, je vais expliquer. Puisqu'il est à rappeler que les mots et les idées dits modernes ont été apportés par les vagues de colonisation. Si aujourd'hui on est civilisé dans les pays du tiers-monde de multiples façons, c'est-à-dire en arborant un costume 3 pièces ou un boubou, en allant faire ses courses en Europe ou des affaires à Ouaga, user de la citation vestimentaire n'est pas cependant sans remémorer immédiatement les canons imposés par les empires. Le projet donc colonial est toujours dans les mémoires et les artistes, tels Yinka Shonibaré, rendent publique cette mise à mal des corps et la violence profonde initiée par une fausse bataille entre d'un côté le sauvage et de l'autre le civilisé. On arrive quand même au constat relativement peut-être triste que dès qu'on est en représentation, par exemple pour les hommes, et dès qu'on est en voyage d'affaires, on est en costume. Souvent, maintenant, on a oublié, laissé comme ça les costumes traditionnels pour avoir le costume cravate, pas toujours très agréable. Donc on a comme ça cette espèce de violence imposée au corps, c'est-à-dire qu'on impose même des vêtements qui sont censés les rendre civilisés, selon les colonisateurs. Alors ainsi, on va pouvoir le mettre en vidéo. En 2005, Yinka Shonibaré réalise une vidéo qui s'appelle Odile et Odette, qui représentent donc 2 danseuses classiques. Je sais pas si l'une noire, l'autre blanche, se font face et engagent un pas de 2 sur pointe en miroir. Alors, je vous ai mis... Bon, l'installation est relativement simple. On a comme ça un cadre qui représente une sorte de miroir. Et donc, on a les 2 danseuses qui se font face et qui font exactement les mêmes mouvements. Donc, tout en douceur, l'artiste propose de déranger notre regard, d'aller à contre-courant de nos habitudes visuelles et culturelles. Est-ce qu'une danseuse noire peut prétendre à devenir un cygne ? Le titre, Odile et Odette. Est-ce qu'un tutu peut rayonner des couleurs de l'Afrique ? Est-ce qu'on peut faire un tutu avec du wax ? Est-ce que les colonies, une fois émancipées, peuvent se saisir du répertoire et donner à voir leur vision du classique ? C'est de cette tradition, pour terminer, aussi, et je vous donne 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, dont se saisit Aimé Ntakiaka en 2003, artiste donc né au Burundi et vivant aujourd'hui à New York, avec son œuvre Weir, où il monte donc sur 3 affiches, lui-même, vêtu de tenues traditionnelles, tyrolienne, espagnole, écossaise, et mime avec plus ou moins de grossièreté des poses typiques. L'artiste, en somme, ici, retourne le cliché que l'on pourrait avoir
de l'Africain, etc. Enfin, c'est lui, cette fois-ci, qui fait le cliché de l'occidental, et se moque par là d'une trop facile et rapide réduction des qualités et des cultures qui émaillent, d'ailleurs, on parle de l'Afrique, comme si c'était un pays, et non pas différentes cultures qui la traversent. Et une œuvre un petit peu plus douloureuse, mais qui utilise encore cette question de l'artisanat et du vêtement par des artistes africains. On a ici donc une œuvre qui montre davantage de douleur et beaucoup moins de dérision d'un artiste qui s'appelle Ernest Wengai, un artiste donc centrafricain, qui a cousu ce qu'il appelle son costume de nègre, qui est une veste à boutons nacrés, cousue donc dans des fibres de coco. C'est en somme une histoire, ce qu'il nous propose, une histoire de plusieurs siècles, résumée, comme pour Tracé Emin, comme pour Schonibert, etc., résumée donc cette histoire dans une simple pièce de vêtement. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez voir la vidéo ou pas. Parce que la dernière fois, j'ai parlé trop, alors cette fois-ci, pas forcément assez. Et on peut en discuter un petit peu après, si vous voulez. Alors, je pense que je peux l'agrandir comme ça. Alors, il n'y a pas de... il n'y a pas de son. Il n'y a pas de musique.
Donc on a bien Odile et Odette, hein, référence au lac des cygnes, le cygne blanc, le cygne noir, le bon, le mauvais, etc. Enfin, et donc là, travaillant, dansant en écho. Des questions? Oui? Peut-être, cette fois-ci? Avec ou sans micro? Des questions là-bas? Oh non, pas des questions là-bas du tout. Des gens qui s'étirent. Ça marche pas. Pas très grave, sinon je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Pour ça, justement, l'idée signe noir, signe blanc, là, comme c'est l'idée du miroir, est-ce qu'il ne les réduit pas à une sorte d'égalité, alors que normalement le signe noir est vu comme quelqu'un de mauvais? Si, justement, oui. Enfin, le but, c'est d'une manière où elles font le même mouvement, c'est d'annihiler complètement cette idée de couleur, en fait. Enfin, oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a plus de distinction. Et ce n'est pas non plus le signe noir qui prendrait la place du signe blanc, hein, mais c'est vraiment, voilà, elles font la même chose. Et cette idée de savoir si on peut, comme ça, ravir la tradition ou le répertoire classique. Enfin, et ça, d'ailleurs, enfin, c'est une vraie question en danse, entre autres, hein, mais aussi au théâtre. Ouais. C'est une vidéo. Ouais. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais je pense que c'est une performance relativement compliquée à exécuter, en fait, de travailler comme ça en miroir. Donc oui, c'est une vidéo. Bon. Est-ce que ça vous a donné envie de retourner à faire de la broderie? Mais quels sont les matériaux et les dimensions? Alors, les dimensions. Alors, ce sont des installations. Celle que je vous ai montrée a été présentée au Quai Branly. Elle était en espace ouvert, hein, dans les grands, au milieu des grands verres. Après, les matériaux, c'est des mannequins, sauf que ce sont des mannequins noirs auxquels il a enlevé la tête. Et pour le reste, c'est du tissu, donc c'est du batik, hein, du tissu africain. Et je ne sais pas si on revient dessus. Et beaucoup de choses et des éléments en plastique artificiel. Et est-ce que les tableaux sont présentés à côté? De Fragonard? Oui. Non. Parce que je pense que le Quai Branly n'a pas des Fragonard dans ses collections. Le vrai, ça peut être des copies pour comprendre, parce que là, on les voit bien, l'un à côté de l'autre. Mais lorsque ce n'est pas exposé les deux en même temps, c'est un peu difficile à dire. Oui, alors après, je pense que c'est pas forcément grave. Après, je pense que c'est expliqué. Enfin, après, il y aura un côté, là je le fais en conférence, mais je pense que pour un artiste, il y aura un côté un peu trop didactique. S'il présentait les tableaux, ses sources d'inspiration, ça serait, et son œuvre, enfin, ça serait un petit peu, peut-être un peu facile. Et puis, alors après, c'est vrai que on va dire que le degré de référence est compréhensible pour un public averti, mais pas non plus extrêmement averti, on va dire. Enfin, voilà, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'art. Non, vous n'êtes pas d'accord. Celle-ci quand même. Celle-ci, on se dit, même si on se rappelle pas du titre, on se dit, ah bah tiens, ça me rappelle un tableau que j'ai déjà vu. Voilà. Mais bon, il faut pas donner toutes les solutions directement. Oui, un petit peu. C'est bon? Bon, bah bonne soirée alors. Ha ha ha.